Bonjour les amis, je suis encore très heureux de vous recevoir sur la page de l'African Network for Sustainable Development. Ce soir est très exceptionnel puisque nous recevons un peu de monde, un beau monde un peu de partout, comme d'habitude. Nous avons des représentants du Mali, des représentants du Sénégal. Nous avons deux Marocains qui se développent en Europe et bien sûr, comme à l'accoutumée, Monsieur Mohamed Benani et nos tous coéquipiers qui nous aident à lancer ce live ce soir. Alors, ce live ce soir est intitulé Transformation digitale et problématiques d'intégration dans les entreprises africaines. Et je suis très content de vous recevoir encore une fois. Ramadan Mubarak Saïd encore une fois. Pour ceux qui nous ont quittés, Allah yarhamhum, بهالشيء ديال coronavirus, ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse et que Dieu renforce toute l'Afrique avec tout leur, avec tout son beau patrimoine humain. Donc, comme j'ai dit, ce soir, nous allons essayer de déployer un sujet qui, à mon sens, qui est très important, qui constitue aussi l'avenir, à l'instar de d'autres secteurs, éventuellement l'agriculture, les emplois verts et autres. La transformation digitale aujourd'hui est quelque chose de vital. On s'y met depuis un moment et ce genre de crise nous a permis de toucher un peu plus, de comprendre plus. Moi aussi, j'ai essayé de m'éduquer plus dans le domaine digital et aujourd'hui, on arrive à discuter à distance avec plein de nos confrères et consoeurs en Afrique. Alors, autre chose, il y a beaucoup de monde qui vont nous critiquer, ils vont nous dire on ne voit que des hommes chez vous. Alors, je vous dis que pour le prochain webinaire qui est prévu la semaine prochaine, soit mardi, soit mercredi en tout cas, il va être 100% de femmes. À part moi, bien sûr, qui animerait le débat, mais ça va être du 100% de femmes avec une représentante du patronat ivoirien, des personnes qui se développent dans des associations RH et dans des entreprises RH. Et bien sûr, notre jeune présidente de l'AGF Sud, qui nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, le prochain live est soutenu moralement par l'AGF Sud, qui est une structure du sud du Maroc qui regroupe un peu un bon panel de responsables RH dans la région. Donc voilà, donc avec vous, Amine, comme chaque soir, et comme dirait notre cher, le débat est ouvert. Voilà. Donc déjà, je vous pose une première question. Donc, le digital pour vous, c'est quoi? L'Afrique est passée par beaucoup de révolutions, mais malheureusement, elle n'a pas su profiter. Tout à l'heure, mon cher Amadou Diawara, en back-office, il parlait de ça. Il me disait que le monde est passé par pas mal de crises et l'Afrique, en tout cas, n'a jamais profité de ces crises. Cette crise-là, je crois qu'on en profite bien, n'est-ce pas, monsieur Amadou? Le Covid-19, après la crise, qu'est-ce que deviendra l'Afrique? C'est pas essentiellement notre sujet pour ce soir. Notre sujet, c'est vraiment de discuter ce qui pourrait nous rassembler, ce qui pourrait nous pousser à aller de l'avant. Alors, je cède directement la parole à mon cher Amadou. Cher Amadou, vous vous développez au Mali depuis quelques années. Vous êtes fondateur de pas mal d'institutions, université numérique, hôpital numérique. Vous êtes à fond dans le numérique. Dites-nous en quelques mots, le digital pour vous, qu'est-ce que c'est? Merci de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui d'être panéliste avec ces beaux mondes aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, sans doute, le numérique fait des miracles. La preuve, nous sommes en train de discuter. Et comme vous avez bien introduit, que le bon Dieu pardonne tous nos morts, tous ceux qui sont décédés bien avant le Covid-19, mais pendant le Covid-19, en ces mois bénis. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, le numérique, c'est sans doute la meilleure ressource et d'ailleurs la seule ressource qui nous appartient, nous, les Africains, aujourd'hui. Et aujourd'hui, le digital, il faudra faire attention. On est en train d'aller dans l'ère de l'intelligence artificielle, mais il faut qu'on arrive, nous, à se préparer pour cela. Et l'Afrique, aujourd'hui, a raté toutes les révolutions, et comme j'ai l'habitude de le dire, et il ne faut pas qu'on rate le coche de cette révolution numérique. Et nous devons savoir que l'intelligence artificielle est en train d'arriver et il faut que la science, la religion, la philosophie, les histoires arrivent à être maîtrisées parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Énormément de métiers vont disparaître, mais ceux qui ne vont pas disparaître, c'est comment les humains, nous allons faire face à l'intelligence artificielle et comment nous allons la maîtriser
psychologiquement. C'est surtout ça les enjeux aujourd'hui. Et nous savons que l'Afrique est déjà lancée, le continent a vu beaucoup de mouvements. Moi, j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. À chaque fois, je vais au Maroc ou je vais en Tunisie, j'ai l'impression que, en fait, je suis en France. Donc, ça veut dire que nous n'avons rien à les envier. Mais la seule chose que nous pouvons les envier aujourd'hui, c'est cette solidarité qu'ils ont. Et aujourd'hui, nous pensons que l'opportunité du Covid-19, il faut la saisir. Et on peut la saisir que par le numérique aujourd'hui, parce que quels qu'en soient les secteurs aujourd'hui, seul le numérique et la santé sont sollicités aujourd'hui. Quelles qu'en soient les solutions trouvées, c'est trouvé autour du numérique, parce que le confinement, nous avons vu qu'il fallait tout faire par le numérique. Et aujourd'hui, ça veut dire que l'intelligence artificielle va jouer un rôle important et la digitalisation va jouer un rôle important et l'Afrique va jouer un rôle important. Quoi qu'on dise, malgré que nous avons raté toutes les révolutions, mais le digital aujourd'hui, nous allons tout faire pour être les acteurs majeurs du monde sur cela. Et je pense que nous sommes bien partis pour cela. Et je vous remercie en tout cas et pour l'opportunité. Mr. Shnur, you are developing in UK and you have many opportunities in UK. UK is very highly connected. What's mean for you digital? What is digital for you? Yeah, as a matter of fact, the digital world actually is the opportunity for today, not only in Africa but also in some other developing countries, namely in Arab countries, where normally we are trying to expand in MENA region, let's say. I would say digitalization can drive innovation, economic growth, and of course job creation in many key sectors, as our colleague said. It's simply the destruction of construction simply. So some other discipline or some other sectors, current sectors will simply leave the arena of the job market, while new sectors are going to flourish in our economy. It's simply also allow greater interconnection of markets simply with one another, with the rest of the world. It can also enhance both the market and the financial access. We will discuss the financial, of course. The fintech companies, especially startups, were actually doing very well in digitalization in Africa, particularly in marginalized area, which are neglected by traditional financial institutions. Promoting digitalization in Africa or in Arab world or in UK, which is a mature market for digitalization, will also maximize simply our impact in sectors like the health sector, energy, transportation, agriculture, education, facilitating the access, of course, to basic social services. I would say, for example, over 51% of the global population had internet access. This is an opportunity actually to digitalization. I would say the strongest maybe growth was reported in Africa and of course in Asia, where the percentage of the usage of internet increased significantly. I would also say Africa, fastest growing mobile market, is also important in the potential of growing the digitalization in Africa. All of these, I would say, reasons are simply making it easier for entrepreneurs and businessmen to expand in Africa and the Middle East. Thank you very much. Thank you very much, Faisal. Je cède la parole à Monsieur Balembe du Sénégal, mais c'est aussi un amoureux du Maroc et un ambassadeur aussi du Maroc au Sénégal. Monsieur Balembe, qui est Chairman and CEO, founder of Interactive Company. Monsieur Balembe, le Sénégal et la digitalisation. Qu'est-ce que le digital pour vous? Comment se développe le digital chez vous au Sénégal et quel est votre regard sur la digitalisation, sur la transformation digitale de toute façon en Afrique? Donc, un mot d'introduction en quelques minutes. Allez-y, Monsieur Balembe. Bonsoir, Amine. Donc, merci pour l'introduction.
Je remercie chaleureusement déjà tous les internautes qui nous suivent. Bon, à cette heure tardive, 22 heures, c'est pas évident. C'est aussi un honneur pour moi de faire part donc à ce panel aux côtés des illustres co-débatteurs. Donc je salue tous, et particulièrement vous, Amine, qui m'avez donné l'occasion donc de participer à ces webinaires. Donc j'espère déjà que les interventions des uns et des autres apporteront des réponses utiles et permettront à l'audience de mieux appréhender les fondamentaux de la transformation digitale. Donc, comme l'a dit Diawara lors de son introduction, le digital, donc, c'est une bonne opportunité pour l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le digital introduit la culture du temps réel. Donc, le savoir se démocratise. Donc, l'Africain, aujourd'hui, n'a plus d'excuses par rapport à son développement économique. Le savoir donc, qui s'enseigne dans les universités américaines, dans les universités en Europe, est aujourd'hui accessible donc, à l'Africain grâce donc, à l'Internet. Donc, via notamment les cours en ligne, également les masters online. Voilà, donc la transformation digitale est une grosse opportunité pour déjà les entreprises africaines, mais pour la société et les gouvernements également. Merci beaucoup, Monsieur Balembey. Du Sénégal, je reviens au Maroc. Monsieur Bennani. Monsieur Bennani, vous êtes marocain, vous habitez au Maroc. Les villes intelligentes, ça vous parle, c'est une vision du Maroc. Il y a beaucoup d'efforts déployés par le Maroc dans le cadre du digital. Pour vous aujourd'hui, en tant qu'ingénieur spécialiste dans les questions de la digitalisation, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation? C'est quoi pour vous une transformation digitale? En quelques mots, introduction. Merci beaucoup. Alors, du Maroc, je vais à Toulouse. Monsieur Karim Rahawi est d'abord un jeune qui se développe à Toulouse. Il est élu dans la chambre de commerce de Toulouse, n'est-ce pas? Il représente aussi, c'est aussi l'antenne de la société malienne AMIP. Et il se développe aussi dans pas mal de secteurs, entre autres le digital. Parlez-nous, si Karim. Je sais que vous êtes à Toulouse. Toulouse, c'est une petite ville d'étudiants et je sais qu'il est une grande ville d'étudiants. Ok, une grande ville d'étudiants. C'est le deuxième pôle universitaire après Paris. Tout à fait, tout à fait. 165 000, ouais. Tout à fait. Une grande ville d'étudiants et qui se développe bien côté digital. Aujourd'hui, on ne peut être deuxième ville d'étudiants sans pour autant être hyper connecté. Les jeunes, la génération Y et X, elle est hyper connectée. Alors, aujourd'hui, le digital, pour vous, c'est quoi, monsieur Karim? Alors déjà, merci Siamine de nous avoir donné cette opportunité extraordinaire de nous réunir virtuellement grâce justement à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Mais voilà, donc tous les conférenciers ont déjà en 17 minutes déjà dit beaucoup de choses très intéressantes. Je voulais juste dire qu'effectivement,
vous l'avez souligné, Siamine, notre présence à Toulouse, elle n'est pas anodine pour le groupe Famib, dont le président Amadou Diawara est ici avec nous. Notre siège social, hein, c'est Bamako. On a une appétence tentaculaire à vouloir nous développer parce qu'il y a des opportunités à saisir. Et Toulouse, et pourquoi Toulouse et pas Paris en France? Ben, comme vous l'avez souligné, Siamine, on est le deuxième pôle universitaire après Paris. On a 165 000 étudiants. Mais c'est surtout une ville dont très technologique. Technologique, pourquoi? Parce qu'on a des industries comme l'aéronautique, où on assemble ici les avions Airbus. On assemble aussi les avions ATR. On a aussi des industries du spatial, comme le Centre national d'études spatiales, le CNES. On a Airbus qui développe l'industrie du satellite ici, et puis on a Thales Alenia Space. Donc vous l'avez bien saisi, notre présence ici, elle est non pas symbolique, mais stratégique. Ça, c'était le premier point. Nous, on a misé à fond sur cette industrie et l'économique du numérique parce que on sait pertinemment que c'est aussi notre salut. On est passé en Afrique, c'est vrai, de l'âge de pierre à l'ère la plus moderne et la plus dynamique. On a, nous, très peu connu le système du téléphone filaire, Oui. comme presque au Maroc, j'allais dire, puisque il y a eu carrément un saut de mouton, comme on dit, c'est un saut de mouton. Un saut de mouton, un tsunami, parce que nous, les téléphones à la maison n'existent pas, hormis les administrations et les ministères, et donc on est vraiment passé sur des modèles très très archaïques jusqu'à des modèles très très dynamiques et innovants. À tel point que nous, chez nous, et même au Maroc, puisqu'on va parler de manière globale sur le panafricanisme, on est tous unis et un seul. Nos politiques à nous, comme au Mali, ont pris conscience que on ne pouvait pas ne pas négliger cet aspect de développement sans passer par l'ère du numérique et l'intelligence artificielle. À tel point qu'on a nommé dans notre gouvernement un ministre en charge de l'économie et du numérique et de la prospective. L'économie numérique. Absolument, et de la prospective. Et c'est aussi le cas dans la majeure partie des pays d'Afrique et notamment d'Afrique du Nord. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'a presque rien à envier aux autres États occidentaux, et c'est aussi pour ça qu'on doit saisir cette opportunité. Et comme l'a si bien dit Sibeth Nani, il faut s'unir, et on ne sera d'autant plus fort qu'en étant unis. Il y a aussi un rôle des entreprises à jouer qui est important en termes de sensibilisation. Absolument, absolument. Il n'y a pas que le politique, il y a aussi le privé qui doit. Alors, si les politiques insufflent cette dynamique, bien évidemment, et heureusement, chez nous, en tous les cas pour le Mali, et Amadou Diawara, notre Ce qui nous emmène à la première question que je vais adresser à Monsieur Faisal Chanour. Si vous pouvez juste, can you start your audio, please, Chanour? C'est surtout par le privé que va être générée cette dynamique. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais juste dire et clôturer. See Faisal, how African company align digital transformation and digital strategy? See Faisal, do you hear me? No. Hello. How African company align digital transformation and digital strategy? No. Give me a second. See, Amin? Yeah. You hear me? Yeah. Okay. Can you just repeat the question, please? Sorry, I can't hear you very well. How African company align digital transformation and the digital strategy? I guess companies. I mean, if with the example of the latest technological firm that has been in the New York Stock Exchange was Jumia, which is a good initiative actually as an e-commerce platform. Success, and of course, it shows also that there is an opportunity in Africa. Yes, I guess African enterprises and of course startups are heavily investing, focusing more on digitalization for so many reasons, and simply because there are a lot
of opportunities in African continent. I would say, for example, that our example of EPS education agencies, for example, is trying to consider digitalization not as a tactical tool in Africa, but also a strategic tool by, for example, setting the digitalization mission in Africa. For example, we developed a platform, our agency platform, of course, for student recruitment, for those students in Africa who are interested to study abroad, simply by filtering their needs and wants, selecting the right, program for them, orienting, assessing them in right program for this abroad, and from that we can create a profile for those students who are interested to study abroad. I guess digitalization is not a luxury anymore in Africa. It's a necessity, and here from our experience, I can say that digitalization, especially for startup companies, they try to, of course, seize the opportunity of being low-cost investment to digitalize themselves as the starting point. For those, I would say, for those or big companies, the organizational culture for those companies who have had an issue with the traditional culture, it becomes more difficult, I would say, to digitalize themselves for simple reason, based on investment, based on the employees' quality culture, the offline culture, I would say. It's really hard for them to digitalize effectivement, Monsieur Faisal, c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui pour it's very hard for the companies to succeed. Ils ont vraiment besoin de digitaliser, mais malheureusement, très souvent, comme vous le dites bien, c'est très difficile pour les débuts et très souvent, il faut dire aussi que la technologie n'est pas toujours très accessible, n'est-ce pas, Monsieur Amadou? Monsieur Amadou, je reviens vers vous. Monsieur Amadou, comment une entreprise qui a des aspirations à se développer partout dans le monde et qui met en place une stratégie digitale, comment assurer cet alignement de transformation digitale, sachant qu'il y a aussi ce problème de moyens, ce problème d'accès, comme disait bien Monsieur Sounov. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui sont là, notamment la mondialisation fait qu'aujourd'hui, qu'on se trouve à Toulouse ou au Mali, la preuve, aujourd'hui, je pense qu'on est Londres, le Maroc et puis Sénégal, la France, on est en train de travailler ensemble aujourd'hui en visioconférence. Et avec le live Facebook fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de suivre ça de partout. Et ce qui fait que moi, je reçois en inbox des messages des gens, ah tiens, je suis en train de suivre. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le numérique fait des miracles. Maintenant, après, c'est vrai que nos pays aujourd'hui manquent d'infrastructures, manquent de possibilités. Je pense que je parle aussi sous le contrôle de mon frère qui est spécialiste de data center et autres, qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'infrastructure sur le continent. Ça, c'est un fait. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, le continent africain, comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous avons 10 millions de problèmes en Afrique et les 10 millions de solutions qui vont venir dans les décennies à venir viendront d'Afrique. Ça veut dire que nous allons développer des solutions autour de nos réalités socio-culturelles, mais nous savons qu'aujourd'hui, le numérique, c'est simple. C'est pas compliqué aujourd'hui. On peut rester au Mali et ne pas avoir de data center, mais héberger au Maroc, dans le cloud, en France, à Genève, aux États-Unis, partout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aussi nous lamenter tout simplement sur le manque d'infrastructures et dire qu'on ne peut pas faire les choses. Et vous savez, nous avons vu qu'au Kenya aujourd'hui, disons au Rwanda, c'est les drones qui font des livraisons. Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas assez de routes, c'est pas assez rapide, il n'y a pas assez d'hélicos, mais les drones peuvent être là aujourd'hui pour amener du sang, pour pas que les gens meurent aujourd'hui. Nous avons vu que cette période de Covid-19, aujourd'hui, moi je pense que le Covid-19, ça fait des morts et ça c'est regrettable et personne ne souhaite qu'un proche ou des connaissances meure. Et
on peut dire, quoi qu'il arrive, que ce soit Covid-19 ou pas, nous avons des morts. Il y en aura des morts. Nous avons accepté de venir au monde, nous allons accepter de partir. Ça, c'est écrit et c'est dans le Coran. Mais c'est qu'il faut reconnaître, le Covid-19, aujourd'hui, parce que ça tue partout, dans toutes les civilisations, on en parle beaucoup, mais le paludisme tue plus de 500 000 personnes par an en Afrique et ça ne dérange pas. Tout à fait. Tout à fait, oui. Tout simplement dire que le Covid-19 est venu tout simplement réveiller le monde. Mais comme je le dis, c'est la troisième guerre mondiale. Ça vient d'être gagné par les Chinois, il faut le dire. C'est un fait qui est là. L'Occident a pris une défaite aujourd'hui. Et nous, les Africains, nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons autant créer. Nous devons être créatifs. Nous devons aujourd'hui s'unir. Dire qu'aujourd'hui, nous, on a un problème de data center. Le Maroc peut nous passer son data center. La Tunisie peut nous passer peut-être ses médecins. Le Sénégal peut nous passer l'optique, etc. Donc, ensemble, on forme ces blocs-là aujourd'hui parce que l'Afrique, pour moi, en fait, c'est un pays. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais parlons d'une façon plus pratique. Aujourd'hui, peut-être que pour vous avez déjà développé depuis très, très longtemps votre compagnie. Vous êtes hyper connecté. J'ai vu ce que vous faites, c'est extraordinaire. Mais maintenant, il faut le dire, les autres startups, les autres, comme le disait bien notre cher ami Chano, les autres startups, ils galèrent. N'est-ce pas, Sikarim? Sikarim, pour vous aujourd'hui, oui. Sikarim. Amine, je pense que Amadou, vous avez tendu la perche parce qu'on a justement, vous parlez des startups, mais on a des incubateurs. On est incubateur. C'est ça. Voilà. Je vais te laisser, Amadou, le soin de le dire parce que je sais que ça te tient à cœur. Alors Sikarim, vous êtes à plus de 140, 150 000 étudiants à Toulouse et il y a ce souci d'incubation. Aujourd'hui, il y a un rôle très important des incubateurs qui doivent jouer, en tout cas, dans la digitalisation, n'est-ce pas? Alors, donc, je cède la parole à Sikarim avant de revenir. Voilà, juste saisir le bon. Oui. La parole à Karim un peu parce que ça, oui. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Le groupe Famille, aujourd'hui, c'est un centre d'innovation technologique et d'industrie créative. Et quand nous avons pensé mettre ce centre en place, nous, on existe depuis 10 ans. Aujourd'hui, il faut savoir que les autres startups galèrent. Tout le monde galère aujourd'hui. Qui ne galère pas aujourd'hui? On a vu que toutes les économies sont ébranlées. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, nous, notre groupe Famille, nous avons décidé d'être une entreprise sociale. En fait, nous faisons du social business. Et dans ce social business, nous avons compris qu'il y a 3 facteurs. Si nous voulons rattraper notre retard, mais si nous voulons que le continent africain soit sans doute le meilleur continent du monde, et ce qui est possible, et c'est en route d'ailleurs. Nous avons mis l'université virtuelle en place dans le cadre de notre politique RSE, responsabilité sociétale, pour permettre à tous les enfants africains d'étudier à moindre coût, mais aussi d'éviter aussi on reviendra, Amadou, on reviendra sur ce point dans le deuxième axe, qui est l'intégration du digital chez les entreprises africaines. Mais moi, je veux surtout savoir si vraiment les incubateurs en France, en tant que déjà entreprise, comment ils font vraiment pour aligner cette transformation digitale, toutes ces demandes qu'il y a sur le marché, en une vraie stratégie digitale. Si vous permettez, c'est Amadou. Allez-y, Sikarim. Pardon? Avec le cluster digital 113 à Toulouse, tu peux reprendre, qui reprend très bien cela. Oui, mais de toute façon, ce sont si vous voulez, les modèles qui existent en France, nous, on les a déjà intégrés également. C'est pour ça que je voulais laisser un peu la parole à Amadou, parce que je sais, c'est ce que nous, on a transposé et qu'on est en train de mettre en œuvre et qui marche bien d'ailleurs, puisque nous-mêmes, le groupe Famib, moi, j'en suis le représentant sur la partie française, donc toulousaine, mais le groupe Famib est un incubateur. A su saisir les opportunités de trouver des talents. On le sait, c'est un problème parce que quand on démarre, on n'a pas d'argent. Et donc, heureusement qu'il y a du privé derrière comme nous qui nous en occupons, qui les mettons en application, qui les aidons, qui leur ouvrons des passerelles et qui les finançons, tout simplement parce que sans argent, malheureusement, on ne fait rien. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal ou au Maroc. Donc, heureusement qu'il y a des groupes privés comme les nôtres qui portons des jeunes comme de la sorte et qui les emmenons jusqu'à maturité. Et d'ailleurs, je laisserai encore Amadou le soin de le dire, mais nous investissons aussi de l'argent sur ces jeunes talents, ces startups. On est des business angels en définitive, et on finance et on accompagne jusqu'à ce que ces jeunes prennent leur envol. Tout en ayant pris des participations sur ces sociétés jeunes. Voilà. Que ce soit en France ou ailleurs, je crois que la problématique reste la même. Le nerf de la guerre, c'est la finance. Donc, je reviens chez Amadou pour qu'il finisse son idée. Allez-y, c'est Amadou. Je disais qu'aujourd'hui, nous,
c'est qu'on a fait, on a mis un incubateur en ligne. On appelle ça un incubateur blockchain. Cet incubateur en ligne, aujourd'hui, nous ramène quoi? C'est-à-dire que nous avons mis cet incubateur pour favoriser l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait? Aujourd'hui, le groupe Famille, c'est quand même 200 personnes sur le Mali. Et chacun de nos cadres qui souhaitent créer leur start-up, nous investissons avec eux dans leur start-up et nous leur permettons tout simplement d'avoir une start-up, mais aussi de ne pas les laisser partir ailleurs et de créer de multitudes de start-up qui aujourd'hui nous avons vu naître à ABM Industries. Nous avons vu que ces derniers mois, en riposte au Covid-19, une de nos start-up que nous avons incubées a réussi à distribuer plus de 20 000 masques. Aujourd'hui, et les fabrique au Mali. On est en train de distribuer. Mais nous avons aussi des startups comme King Event qui aujourd'hui sont là. Mais nous avons des startups comme King Coin. On a énormément de startups de chez nous qui sont en train de faire de miracles. Mais nous accompagnons toutes ces startups du pays, quel qu'en soit l'initiative entrepreneuriale au Mali. Nous soutenons, nous préfinançons, nous accompagnons ces structures-là. La plupart, en tout cas, ceux qui viennent nous voir. Mais au-delà de cela, nous avons compris une chose. C'est qu'aujourd'hui, l'idée, le monde change, les métiers changent. Beaucoup de métiers vont disparaître. Nous allons voir que les dentistes vont disparaître progressivement. Il va y avoir des imprimantes 3D qui vont commencer à faire des dents. Nous allons voir les métiers de comptables vont changer, ils vont faire une mutation, ils vont s'adapter à de nouveaux métiers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Nous avons décidé tout simplement de mettre un incubateur en place dès la première année de notre université. Les étudiants sont incubés dès la première année et dès lors qu'ils sortent, nous avons mis aussi des BTS à l'entrepreneuriat pour encourager l'entrepreneuriat, mais aussi l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que dès que vous sortez de l'université, vous avez un diplôme, un BTS par exemple en entrepreneuriat, ce qui va changer, qui va travailler sur la formalisation de l'informel. Ça va permettre à nos États d'avoir plus de contribuables, forcément plus de ressources, mais ça va sortir pas mal de gens dans le précaire aussi, de les ramener vers la formalisation. Et derrière, ils sont incubés dès la première année. Et dès qu'ils terminent l'école, ils ont leur diplôme, ils ont le choix. Soit ils vont travailler ailleurs, soit ils vont se remettre en consortium, créer des structures, soit ils vont aller tout simplement à leur compte. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense aussi que le modèle que nous sommes en train de faire de notre incubateur, c'est d'éviter l'exode rural. C'est-à-dire que nous avons vu dans certains de nos pays, tout le monde est dans la capitale. Or, c'est pas ça. Généralement, le business ne doit pas se faire là. Nous devons travailler sur ce modèle que peut-être le Maroc a bien reçu, par exemple. C'est-à-dire qu'un Marocain de Rabat n'a rien à voir envie à un Marocain de Casa ou ailleurs. Donc, ça, ce modèle-là, sur l'Afrique noire aujourd'hui, tout est concentré dans la capitale, notamment si on regarde le cas du Mali. Ben, tout le monde veut venir à Bamako. Nous pensons qu'on doit tout le monde être à Bamako. Or, en réalité, dans nos régions, c'est là où il y a plus de travail, il y a plus de possibilités. Mais nous devons faire attention aussi pour éviter la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, nous avons énormément de nos cerveaux qui sont en Occident, qui sont là-bas, or que nous avons besoin d'eux sur notre continent. Et c'est un peu tout cela. Je te laisse, Amine, je vois que tu veux me prendre la parole. Il faut leur préparer aussi le terrain. Et ce que vous faites est une belle opportunité pour eux aussi, en termes bien sûr, de promotion territoriale pour préparer ces jeunes Africains de rester aussi chez eux. C'est une grande problématique et un grand enjeu pour le territoire. Je vais chez Monsieur Balembey. Monsieur Balembey, votre entreprise interactive, qu'est-ce qu'elle fait exactement et qu'est-ce que fait les entreprises comme vous dans le cadre de l'alignement de la transformation digitale? Allez-y, Monsieur Balembey. Donc, Interactive est une agence digitale qui a pour mission d'accompagner les entreprises. Nous accompagnons les entreprises aussi bien au Sénégal, en Afrique et également au-delà de l'Afrique, la France, les États-Unis et le Canada également. Donc, notre mission est d'aider les entreprises à mieux tirer profit des technologies digitales en les prenant comme un levier de croissance et de compétitivité. Donc, la plupart de nos clients sont basés au Sénégal et une bonne partie également chez Diawara au Mali, et dans d'autres pays un peu partout. Mais l'essentiel, c'est entre le Sénégal et le Mali. Donc, des entreprises comme Interactive, il y en a beaucoup, de plus en plus au Sénégal. Et des mesures incitatives de l'État permettent d'accompagner ces startups et ces entreprises du TIC. Donc, au Sénégal, la transformation digitale est drivée par la stratégie de l'État, qui est la stratégie numérique 2025, qui est un pan du programme Sénégal émergent. Donc, sur ce programme-là, le programme est déroulé sur 4 axes stratégiques. Le premier, c'est l'accès ouvert et abordable au réseau
et aux services numériques. Donc, Java parlait tout à l'heure d'infrastructure. Donc, on ne peut pas parler de transformation digitale aujourd'hui sans un support, donc, qui est une infrastructure de qualité, une administration connectée qui est au service donc du citoyen et des entreprises, la promotion d'une industrie numérique innovante et créative de valeur, c'est le troisième axe. Et le dernier, c'est la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires. Donc, voilà. Donc, sur le plan, sa vision, ce qui résume ce plan, c'est sa vision. Donc, c'est le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Donc, dans ce plan, donc, ce qu'on vise comme objectif, les indicateurs, donc, nous avons une contribution du PIB donc, de l'ordre de 10% pour 2025, c'est-à-dire doubler le chiffre actuel, donc, qui tourne autour de 5,1%. Il y a également l'augmentation du PIB, donc, de l'ordre de 300 milliards. Les investissements directs étrangers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises étrangères donc, qui sentent que l'Afrique, c'est la nouvelle destination et qui investissent aussi bien dans le digital que dans les autres secteurs, donc que ce soit au Sénégal ou dans les autres pays. Donc, l'objectif, c'est d'attirer donc des investissements de l'ordre de 50 milliards donc, au niveau du Sénégal. Le digital est un bon créneau pour la création d'emplois. Donc, aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat est très développé. Donc, beaucoup de jeunes préfèrent, à la sortie de l'université, créer leur propre entreprise. Bon, notamment avec le manque d'expérience, il y en a beaucoup qui naissent et beaucoup qui meurent très vite. Mais c'est par l'échec que ces jeunes-là apprennent et il y en a quelques-uns qui survivent et qui réussissent à développer des choses merveilleuses. Donc, ce plan vise la création d'emplois directs de l'ordre de 35 000 donc, d'ici 2025. Donc, le Sénégal vise également la 4e place en Afrique, donc dans le classement NRI, le Network Readiness Index, et aussi la 4e place donc africaine pour le classement sur l'indice de développement. Très bien. Alors, ce que je retiens, Monsieur Balembey, de votre intervention, c'est cette nécessité de préparer aussi tout ce qui est ressources humaines pour les IDE. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui il tire la convoitise de beaucoup de grands investisseurs. Aujourd'hui, le Maroc il est classé 2 au premier en termes d'attraction des IDE à l'échelle africaine, et il y a le Sud-Afrique aussi qui fait un très bon travail, et le Rwanda et les autres pays aussi. Aujourd'hui, il y a une nécessité de préparer, mais il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème d'inadéquation au Maroc entre formation et entre métiers. Et un investisseur qui vient au Maroc ou qui vient au Sénégal ou qui vient au Mali, il a besoin de trouver une ressource humaine, pas seulement qualifiée, mais qui inculque un peu en son sein la culture, l'identité. Donc, vous me voyez venir, n'est-ce pas, Monsieur Benani, comment aujourd'hui mobiliser la ressource humaine autour d'une culture digitale au Maroc ou dans un autre pays africain? En fait, il faut déjà voir des chiffres pour pouvoir comprendre ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique constitue 58% de taux de croissance du haut débit, 44% de pénétration mobile, avec une vision de 70% en 2024. Ceci dit, les ressources humaines doivent être prêtes pour pouvoir effectuer une bonne transformation digitale. Lorsqu'on sait que 84% maintenant des entreprises pensent au digital, surtout avec le corona, et que 55% des dirigeants d'entreprises pensent que les projets digitaux sont réalisés à 100%. Et de ce fait, pour pouvoir évoluer dans l'ère du digital, il faut tout d'abord savoir que au Maroc, nous avons maintenant 6 data centers souverains, avec du haut débit, avec tout ce qui va avec pour pouvoir créer des clouds et des environnements d'échange. Avant, on parlait de fonds de financement souverain. Aujourd'hui, on parle de fonds de database souverain, mais c'est extraordinaire. Exactement. Est-ce que vous pouvez aller en profondeur? Est-ce que vous pouvez aller en profondeur pour nous orienter nos spectateurs? Parce que il y a des gens qui regardent et qui disent
un database, donc une extension souveraine, un serveur souverain. Est-ce que vous pouvez y aller en profondeur, s'il vous plaît? Bien entendu. En fait, maintenant, la bataille qui est mondiale maintenant, c'est la bataille de la data. Les pays maintenant font en sorte d'héberger le maximum d'informations pour pouvoir les traiter et pour pouvoir créer des marchés. Parce que comme vous pouvez le sentir, maintenant les réseaux sociaux sont prépondérants dans notre culture de vie. Tout le monde a Facebook, tout le monde a Instagram, tout le monde a Twitter. Et donc, les marchés se créent autour de ces réseaux sociaux. Et donc, tant qu'un pays détient le maximum de data, il peut s'auto-créer un nouveau marché à travers cette data. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que les pays ont peur que leurs informations cruciales, leurs données, sont hébergées ailleurs et peuvent être utilisées à des fins nocives ou bien à des fins pour contrecarrer des stratégies économiques. Et de ce fait, le Maroc en fait partie, ils ont fait en sorte de subventionner des entreprises pour pouvoir créer des data centers en local. Et maintenant, on peut dire que quasiment 70% de nos informations territoriales sont stockées au Maroc et hébergées au Maroc. Mais comment sont gérées, mais réellement, comment sont gérées ces informations? Est-ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises privées ou dans les établissements publics, est-ce que nous avons une vraie politique de développement des SI? Est-ce que aujourd'hui les systèmes d'information suivent? Est-ce qu'il y a une bonne gestion des systèmes d'information? Monsieur Ben Ali. Au fait, sur le monde privé, oui, mais sur le monde public, pas encore. Le problème étant que les lois ne suivent pas. On a, au fait, pour pouvoir pour pouvoir qu'une administration puisse héberger ses données en 100% cloud, elle devra tout d'abord avoir la législation qu'il le faut, surtout en termes de sécurité des données. Maintenant, en fait, avec l'ouverture de ces data centers souverains dans le pays, en fait, le problème il est partiellement résolu du fait que tous nos données sont au Maroc et que les liens qui transitent ils sont au Maroc. En fait, ce qu'il y a, c'est que le Maroc maintenant, et surtout avec ce qui se passe maintenant dans le monde avec le Covid, et pense réellement à une nouvelle stratégie digitale. Et pour ce faire, il a créé une agence pour pouvoir élaborer des projets. On reviendra à l'agence du numérique. On reviendra à l'agence du numérique. Et je rebondis toujours sur la question de la nouvelle génération, des systèmes d'information. Alors, Monsieur Karim, comment cette nouvelle génération de systèmes, parce que il faut le dire, il y a un grand bond en termes de systèmes d'information partout dans le monde et en Afrique aussi. Comment cette nouvelle génération de systèmes d'information peut aider à une réelle transformation digitale? Bon, je pense que déjà, c'est par rapport aux moyens qui sont mis en œuvre. Donc, sans vraie volonté, encore une fois, privée ou étatique, c'est compliqué de vouloir, comment dirais-je, impulser une voie et faire avancer les choses. Donc, bon, il faut déjà les volontés de toutes parts. Après, très honnêtement, je crois aussi que la mise en œuvre passe aussi par la formation. On y reviendra toujours. Si on veut vraiment être performant, il faut aussi pouvoir former. Voilà. Ça, à mon avis, c'est la base de tout, quoi, tout simplement. Oui, je reviens chez Monsieur Chanour. Chanour, is digital transformation in Africa is taken in all of the demands. Ça veut dire que est-ce que aujourd'hui cette transformation digitale, est-ce qu'elle obéit à toutes les dimensions? Est-ce qu'elle arrive à avoir un vrai ancrage territorial? Okay, I guess the advantages of digitalization in Africa, not only in Africa, around the world, it's not linked only to one sector or one domain, but it's in fact it can affect all types of domains, all types of dimensions.
sectors, of course, even private sectors, of course. That's one of the advantages. Now the digitalization is not only linked to the IT or the artificial intelligence today. It's also linked to different sectors. Before, we had no chance to think that, of course, I mean, digitalization can be influenced in education or in healthcare sector or other sectors. That's I think one of the advantages. Of course, there are some challenges that affect the implementation of digitalization in Africa. These are linked to the access of simply internet and electricity, of course, to African continents. It's also linked to the level of the security and safeguards that exist in those countries. The affordability of the internet access, and of course the pricing. I guess in Africa is, I mean, most customers are price sensitive, and of course it counts a lot. And of course the relevance. After all, we have to implement digitalization to, I mean, at least for companies, to improve customer satisfaction, and of course to keep customers happy with what they got. And if digitalization does not lead to customer satisfaction, is simply useless. I also have to mention, of course, that one of the advantages, especially for digitalization in Africa, is the database. Our friend, I mean, our colleague Sibinani has already discussed the big data and the advantages of big data. And normally, unfortunately, in Africa, we don't have all these potentials. I mean, at least for the skills and the engineering to squeeze the data for the sake of companies. In fact, there is a loss of valuable information that normally makes things just useless to repeat the same, I mean, the same efforts and the same operational efforts many times to repeat the same mistakes again, because we haven't had any chance to benefit from the data that we've got last time. That's why normally, I guess, the advantages of digitalization is to seize the opportunity of the information that we've got from customers and from, I mean, some of them might be silly sometimes, but in fact, the more you accumulate data, the better image becomes. It's like a jigsaw. If it becomes more clear, then definitely you can positively interpret, at least correctly interpret the data for the sake of the company. Yeah. Thank you very much, Mr. Chenoub. Et je cède la parole à Monsieur Amadou Diawara. Alors, Monsieur Chenoub le dit bien, il y a aussi une question de dimension client. Le client, the customer, le client, il demande de plus en plus de qualité. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Comment faire face à ces exigences aujourd'hui? Database, le nuage, le cloud, tout ce qu'il faut, mais problème aussi de système d'information. Il y a pas mal de freins. Alors, comment aujourd'hui les entreprises africaines font face à cette problématique et font face. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai vu Chenoub qui fait un signe. Vous m'entendez bien? Yeah, that's fine. Très bien, ok. Alors, comment aujourd'hui les entreprises font face aux exigences qualitatives du customer, du client? Allez-y, monsieur Ahmad. Okay, I guess most customers today. Monsieur Amadou. Sorry. Monsieur Amadou. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les entreprises s'adaptent en fonction de besoins et les exigences de clients. Aujourd'hui, il faut savoir que les clients sont de plus en plus exigeants, mais après, il faut reconnaître aussi que les entreprises aussi sont de plus en plus structurées. Et il fut un temps où en Afrique, on n'était pas structuré. L'entreprise s'arrêtait à une personne ou deux personnes aujourd'hui, où c'était géré de façon familiale. Mais aujourd'hui, nous sommes allés au-delà de cela. Et je crois que les entreprises africaines
sont beaucoup structurés. Et si on prend le cas de ce que nous, à Famille, on offre aujourd'hui, c'est un plateau carrément de 200 personnes où nous avons des responsables qualité, des chefs de projet, etc. Donc, ça veut dire que des kick-off meetings sont organisés avant et tout cela. Donc, il y a une organisation structurelle qui est là. La prise de conscience du processus. Absolument. Et aussi, à tous les niveaux, nous utilisons tous les outils de dématérialisation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des outils de gestion de projet, etc., que nous utilisons, qui vont permettre aux clients de suivre son projet depuis le début, le démarrage, de suivre les timesheets, etc. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, en fait, en Afrique, on est outillés pour cela parce que nous les développons, ces solutions d'ailleurs que nous vendons en Occident et partout en Afrique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que nous n'avons aucun complexe aujourd'hui à aller chercher des parts de marché à l'étranger. C'est ce que nous faisons, en tout cas. Je pense, Karim, on le fait très bien. C'est la raison du déploiement international, d'ailleurs, du groupe. Hein. Notre chiffre d'affaires ne vient pas du Mali, et ça vient de l'offshoring aujourd'hui. Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les compétences sont là, les réalités africaines elles sont là. Évidemment, nous allons faire partie en fonction de nos réalités socioculturelles, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous devons plus avoir de complexes en Afrique. Mais il faut quand même qu'on arrive à travailler une chose, c'est cette coopération qui est important. Et moi, j'ai eu la chance tout à l'heure, cet après-midi, vers 15h, de faire aussi un autre conf call où j'expliquais notamment au président de CITIC à Tunis, où depuis 4 ans, je suis invité, mais je l'ai dit, la question n'est pas de penser que nous allons avoir ce déclic va venir d'ailleurs. Il viendra de nulle part. Il est déjà, c'est chez nous que ça va déclencher. Et aujourd'hui, nos entreprises doivent arrêter, nos gouvernements doivent arrêter ce complexe d'aller chercher ailleurs, sachant que nous avons nous-mêmes les compétences. Parce qu'en réalité, dans nos pays, 90% de nos entreprises dépendent de l'État. Et cet État lui-même ne crée pas l'écosystème favorable à nos entreprises. L'investissement public. Exactement. Et ils vont chercher ces entreprises ailleurs, voilà, public. Et ils vont tous chercher ces entreprises ailleurs pour aller donner ce budget national à ces entreprises. Or, s'ils donnent à l'écosystème national, cela va créer plus d'emplois, mais plus de compétences. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème si une entreprise française ou américaine ou canadienne vient faire un boulot au Mali, si c'est eux qui ont les compétences, mais attention, qu'ils travaillent avec nous localement pour qu'il y ait ce transfert de compétences et que la prochaine fois, on n'ait pas besoin d'eux. Et ça, c'est les faits qui sont là, mais je pense qu'aujourd'hui, techniquement, nous avons la chance d'étudier dans les mêmes écoles que eux et nous n'avons pas besoin d'aller. Maintenant, nos cahiers de charges, nos gouvernements doivent se formater parce qu'ils sont totalement out, parce qu'ils utilisent des cahiers de charges, des appels d'offres qui datent depuis Mathusalem, depuis l'indépendance. D'ailleurs, ces pays colons eux-mêmes ne l'utilisent plus. Donc, ça veut dire que les appels d'offres, les cahiers de charges excluent généralement nos entreprises aujourd'hui. Un petit coucou à la bureaucratie. Exactement. Il faut qu'on ouvre le marché aux startups, comme il le disait tout à l'heure, Faisal, c'est que les startups souffrent. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de certaines garanties qu'ils ne peuvent pas produire. On demande à une startup de fournir une garantie, notamment, je prends le cas du Mali, un titre foncier de plus d'1 milliard. Mais si la startup a 1 milliard, pourquoi elle va s'emmerder pour un marché de 100 millions? Vous voyez un peu, c'est-à-dire que nos gouvernements ont beaucoup de travail à faire. L'écosystème entrepreneurial en Afrique est très dynamique aujourd'hui, mais il y a certains pays où… Excellent. Excellent. Alors, je prends… Amine, je termine la phrase parce que c'est important ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous avons un pays comme la Côte d'Ivoire où les indicateurs sont verts parce que le secteur privé est dynamique entre elles. Et nous avons un pays en Afrique où le Rwanda, ils ont fait cela. Ça veut dire que l'ensemble du continent africain doit travailler de telle sorte que le secteur privé soit dynamique entre elles. Cela va permettre au gouvernement de travailler de façon de la bonne gouvernance, dans la transparence et que le privé ne soit pas dépendant de l'État. C'est ça qui ramène ce système de corruption, d'ambiance pourrie qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, je retiens beaucoup de choses de votre intervention et surtout ce complexe d'aller vers l'écosystème. Alors, aujourd'hui, comment l'entreprise africaine, elle conçoit cette relation avec son écosystème. L'entreprise a du mal de plus en plus de briser la glace, de briser ce complexe dont on parlait très bien. Et moi, je suis conscient, et tous les spectateurs sont conscients, il y a ce complexe d'aller prospecter à l'étranger, d'aller trouver plus d'opportunités. Qu'est-ce que vous en pensez de ce complexe? Est-ce qu'il faut, est-ce que vous savez que vous avez… Tu reprends parce que de l'audio. On t'entend pas bien, Amine, et je vais peut-être te clasher un peu. Aujourd'hui, ça veut dire que le Mali
a une bonne connexion Internet plus que toi au Maroc. Je pense que c'est le confinement qui fait que tout le monde est connecté ou pas, mais on ne t'entend pas bien. Et pourtant, nous, on n'a pas la mer au Mali. Donc, ça veut dire que, quelque part, cette inclusion numérique, elle est un peu réussie au Mali parce qu'on a du mal à t'entendre. Et je pense qu'au Sénégal et au Mali, on a une bonne connexion meilleure que chez toi aujourd'hui. Non, mais c'est juste. A priori, même en France. Hein. On est bon là. Je suis toujours au Maroc et je suis bien connecté, donc n'ayez crainte. C'est la question, je savais qu'il allait venir, elle était imparable, celle-là. Alors, on revient chez Balembe. C'était un clin d'œil. Oui. Allez-y, Balembe. Allez-y, Balembe. Voilà, bon, quand on parle de qualité, il faut déjà retenir que le digital est un facteur qui améliore la qualité donc, du service, des produits fournis par les entreprises. Donc, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, déjà, les clients ont changé de comportement. Le digital fait qu'ils ont accès à l'information, ils sont capables de comparer des produits, des services. Même au supermarché, il est possible tout de suite d'avoir la fiche d'un produit, avoir l'avis donc des autres internautes sur un produit avant de l'acheter. Donc, les entreprises ne peuvent plus forcer les consommateurs à prendre n'importe quoi. Donc, ils sont obligés vraiment de s'adapter. Donc, nous avons ce que j'appelle moi le consomme-acteur. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà son monde dans sa poche, qui aime trouver facilement l'information. Tout le monde est pressé et très exigeant. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse attendre. Parce qu'ils sont déjà habitués à cela. Ils veulent également un contenu personnalisé, un site personnalisé. Et toutes ces exigences-là sont par le digital. Donc, les entreprises travaillent avec leurs clients à travers donc, les bases de données marketing, les CRM. Le flux du business, donc des plateformes, donc que ce soit Facebook, bien tous ces géants, donc GAFA. Donc, c'est 3 étapes. Donc, la première, c'est le hub. Donc, c'est les plateformes d'échange où ils permettent les gens de s'interconnecter, d'échanger des informations et surtout de diffuser des signaux, que ce soit de façon volontaire ou involontaire, que ce soit connu ou inconnu. À chaque fois qu'on va sur Internet, qu'on échange, nous donnons énormément de signaux. Donc, ces entreprises, la partie hub leur permet de collecter de la donnée. Ensuite, nous avons le lab, donc c'est la création de valeur. Toutes les données sont moulinées et traitées pour en sortir quelque chose. Et en dernier lieu, donc nous avons le mall, donc c'est la commercialisation, donc avec le marketing ciblé, hyper ciblé, utilisé par des géants comme Amazon, mais également d'autres acteurs émergents, comme sur le continent africain, Jumia ou bien d'autres comme Point Afrique. Donc aujourd'hui, nous accompagnons des entreprises à tirer profit donc, de ces données qui sont disponibles et qui permettent de faire de la publicité aujourd'hui hyper ciblée. Donc, le remarketing ou bien le ciblage publicitaire, tout le monde l'a déjà vécu. Vous venez dans un site Internet, vous recherchez un produit ou bien un service, vous sortez quelques jours après, vous avez l'impression que la publicité vous colle au talon. Partout où vous allez, vous voyez la même chose. Donc, ça, nous en profitons bien aujourd'hui. Le seul danger, c'est que toutes ces données sont logées, appartiennent et sont contrôlées par des entreprises, pour la plupart américaines et quelques Européens et Asiatiques. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas vraiment ce qu'on appelle une souveraineté numérique. Donc, l'un des prochains chantiers de l'Afrique, c'est ça. Il faudrait qu'on puisse être capable de rapatrier toutes ces données-là, de constituer de vrais databases, des data centers au niveau du continent. Mais M. Banelbe, la transition déjà a commencé. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont commencé déjà à héberger leurs données, etc. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Je reviens chez M. Mohamed Benami. Comment aujourd'hui les entreprises accompagnent ce changement et comment ils assurent la transition? Est-ce qu'il y a un travail de fait qui permet aux entreprises déjà d'accéder sciemment à des ressources et comment ils accompagnent cette transition? Allez-y, M. Benami.
Pour pouvoir répondre à votre question, il faut qu'on revienne un peu en arrière. C'est que dans les années 2000, ce qui a permis le développement de la digitalisation, c'est le fait qu'on a démocratisé la virtualisation. Et ensuite, de cette virtualisation, on a créé ce qu'on appelle maintenant le cloud, qui est des instances virtualisées dans le monde. Et pour pouvoir accompagner des entreprises, en fait, les entreprises pour qu'elles puissent aller vers le digital, en fait, ils devraient revoir tout leur process de manière à ce que le format papier n'existe plus. Et pour ce faire, généralement, ils doivent faire des investissements sur leur infrastructure, serveurs, baies de stockage, ou bien carrément aller dans le cloud pour, dans les années à partir de 2017-2018. Maintenant, sur le volet process, comme vous le savez, la digitalisation rend les gens égaux. Donc, il n'y a pas de VIP dans l'informatique. Dès que le process il est validé par l'entreprise, il est là. Et comme vous le savez, en termes de loi, sur les pays, sur la majeure partie des pays africains, les lois ne suivent pas la digitalisation. Et donc, les entreprises souffrent dans ce cas, et ceci freine énormément leur développement. Et donc, pour qu'ils puissent y aller de l'avant, je pense que déjà, les États africains doivent revoir leur texte de loi de façon à inclure de manière systématique l'outil informatique dans leur pensée. Surtout en termes d'impôts, en termes de déclaration, en termes d'appel d'offres, etc. Donc, pour qu'on puisse avoir, en fait, pour bien aller dans l'ère du digital, je pense que la première chose que les pays africains doivent faire, c'est de revoir leur statut en termes de loi. Je reviens juste sur un point rapide que m'a conduit mon cher ami Amadou sur l'Internet et le haut débit en général. Je note que les pays africains ont fait un saut vers l'avant qui n'est pas des moindres. Et d'ailleurs, l'un des premiers continents où la 5G est testée est en Afrique. Donc, je félicite l'avancée technologique dans le pays du Mali, qui n'est pas des moindres, surtout à travers leurs opérateurs. Cependant, le Maroc reste leader sur cette partie-là du fait qu'on a plus de 46 millions d'abonnés sur la partie mobile. Et on déploie quasiment 20 milliards de dirhams sur la partie digitale, qui fait partie parmi les plus hauts budgets pour la mise en place de la transformation digitale dans les pays africains. Un dernier point qui est important, c'est que maintenant on en parle de l'évolution digitale, mais au fait on peut pas suivre parce que l'outil informatique il évolue de manière exponentielle, et pour que les entreprises puissent suivre cette évolution, je pense qu'ils devraient revoir leur process de façon à inclure tout ce qui est développement continu et revoir surtout leurs cibles et leurs nouveaux marchés. Merci. Alors, je reviens à M. Karim Rahawi. M. Karim, la digitalisation, c'est aussi s'attaquer à la situation de rente et à la corruption. On sait que l'Afrique souffre beaucoup de corruption. C'est pas moi qui le dis, c'est même les Africains qui le disent aussi. Aujourd'hui, comment voyez-vous cela? Comment voyez-vous cela, M. Karim? Bon, je ne sais pas s'il faut s'adresser aux diplomates ou aux businessmen, là. Non, aux diplomates. Aux businessmen, on préfère. Non, parce que j'ai le président qui me surveille, là, juste là. Non, mais on le bloque 5 minutes. Allez. Non, c'était juste la boutade pour se détendre un petit peu, mais bien sûr, c'est un phénomène dont on est tous conscients. Ceci étant, en dépit du bon sens, il faut qu'on aille de l'avant de toute façon. Donc,
certes, il y a toujours des barrières ou des problèmes, mais si on ne s'en tenait qu'à ça, on ne ferait rien. Aujourd'hui, le succès d'une économie numérique pour un pays, et en l'occurrence comme notre pays, le Mali, ce sont aussi les privés. Parce que ce sont les privés qui prennent des initiatives, ce sont les privés qui prennent des risques, et ce sont les privés qui, justement comme nous, formons pour accompagner et bénéficier de cette force et cette matière. Et donc il faut faire fi de tout l'environnement qui nous entoure et qui peut éventuellement nous polluer et prendre des initiatives par nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est aussi un des seuls moyens pour pouvoir parvenir à nos fins. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais il y a un travail à faire sur le capital humain, sur les gens. Comment voyez-vous ce fait? Vous l'avez bien dit. Comment on forme aujourd'hui les entreprises pour intégrer leur capital humain? Le capital humain, il doit suivre. Comment le voyez-vous exactement? Amadou, tu veux peut-être répondre si jamais? Non, bah vas-y, finis. Allez-y, c'est Karim. C'est à vous, c'est Karim. Ouais, non, mais parce qu'on parle d'une voie commune puisqu'on est de la même Oui, entité, je sais. mais Tu peux parler de ça. Je pense voilà. que tu peux aller là-dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, bien sûr. Nous, voilà, on a bien perçu que notre force de frappe, c'est la jeunesse. Notre force de frappe, c'est la diversité. On a bien sûr su comprendre de suite pour la raison pour laquelle on a, au sein de notre groupe privé, le groupe Famib, intégré la pédagogie et la formation, en l'occurrence virtuelle. On utilise bien l'ensemble de notre moteur et de notre essence pour pouvoir amener de la formation. Donc, on a bien compris le fait que notre réussite dépendait aussi du fait qu'on puisse amener un système éducatif et pédagogique. Donc, on a intégré tout un ensemble de solutions, tout un ensemble de mécaniques, de formation, le fait de s'adjoindre aussi des partenaires nationaux et internationaux de qualité pour la formation dite technique, et amener justement les jeunes pousses à se développer et pouvoir apporter de la plus-value et de la valeur ajoutée dans les entreprises. C'est ce qu'on a perçu nous de suite. C'est un travail de longue haleine parce qu'on ne forme pas les gens en une seule année. C'est un travail progressif, mais c'est maintenant que nous on a mis en œuvre ce chantier et qu'on espère apporter et bénéficier de toute façon. Voilà. Je sais pas si. Alors, je reviens chez Sibnani. Sibnani, comment faire aujourd'hui pour s'attaquer à des situations de rente et comment aujourd'hui la digitalisation peut s'attaquer à ce fléau? Tout d'abord, en fait, il y a un phénomène qui est africain. On perçoit toujours les dirigeants des entreprises comme étant de mauvaises personnes. Et alors que les lois poussent alors que les lois sont difficiles et poussent ces dirigeants-là à essayer de contourner ces lois. Du fait que le marché africain il est toujours petit et en fait nos lois ne reflètent pas notre réalité du marché. Et donc pour pouvoir y aller de l'avant pour combattre la corruption, je pense que je reprends toujours le terme loi parce qu'il est prépondérant pour toute évolution d'économie. Et le but d'avoir un système basé sur la compétitivité, le digital, il permet cela. Il permet de créer un système totalement fluide et qui permet la compétitivité. Et en plus de ça, il permet de créer des bases qui régissent une économie forte et pérenne, notamment sur la validité des périodes de facturation ou de la fiscalité ou bien de la TVA. Enfin, en fait, l'idée pour pouvoir combattre et contourner la corruption, c'est de créer la crypto-monnaie. Maintenant, le Bitcoin, il est connu dans le monde et comme vous pouvez le constater, enlever l'argent du marché rend la corruption très difficile. La traçabilité maintenant bancaire, elle est très forte.
Donc, on n'entend plus de banques suisses ou bien de Eldorado financier du fait que maintenant tout est tracé. Et je pense qu'avec ça, on peut réduire de manière drastique la corruption dans nos pays africains. Je crois que Amine a un souci de connexion, il est figé. Oui, oui, je pense que donc moi en fait je vais vous poser une question qui est très importante. Comment vous faites dans vos pays pour pouvoir réaliser une belle transformation digitale? Aujourd'hui, je pense que la question, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, c'est dommage qu'Amine soit figé parce qu'aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, en fait, vous savez, c'est une question de culture, tout cela. Et nous pensons qu'aujourd'hui, une gangrène est là et depuis l'indépendance dans nos pays. Et cela est encouragé, limite. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est que le privé aujourd'hui, le secteur privé peut changer cela. Et nous sommes en train de le faire. Maintenant, aujourd'hui, la gouvernance va commencer par nos entreprises d'abord, bien avant qu'on les sorte dehors. Et nous, ce qu'on a fait, je cite l'exemple que nous avons mis chez nous, qui fonctionne très bien aujourd'hui sur le groupe Famille, c'est que nous avons mis une politique de bonne gouvernance, de transparence en interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai le rôle aujourd'hui de président du groupe, Karim, par exemple, le vice-président et autres, mais nous avons, chaque pays, on a un country manager. Et cela, le poste lui-même, il est mis en jeu. En fait, chaque année, en fait, on fait un vote vis-à-vis du personnel et on désigne, c'est-à-dire que qui va être notre responsable pays cette année, qui va gouverner les autres, qui va diriger l'équipe. Ça veut dire que ça montre qu'elle est tournante, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que je suis le DG pour toujours. Non, c'est pas cela. En fait, le rôle que moi j'ai, elle est honorifique, mais c'est tout se repose sur notre country manager. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 ans, on a Boubacar Maïga qui fait un excellent travail, qu'on n'arrive pas à le détrôner pour le Mali, mais ça ramène une certaine culture. Mais au-delà de cela, il faut mettre les conditions aussi. Nos entreprises privées, en fait, réellement, il faut savoir pas tout mettre sur le gouvernement. Il faut savoir à un moment donné que nous gérons mal nos entreprises. Aujourd'hui, il faut cette bonne gouvernance, mais il faut aussi mettre son personnel à l'aise. Parce que pourquoi la corruption, elle arrive? En fait, il faut un corrupteur et aussi à un moment donné. Donc, ça veut dire que nous, l'idée, la mentalité qu'on est en train de donner à nos équipes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin au bureau, ils ont le petit déjeuner, ils ont le déjeuner, ils ont même le dîner. Par exemple, vous voyez, moi, je suis encore au bureau et il est très tard avec le Ramadan, tout ça, je suis encore au bureau. Mais je ne suis pas seul. Je pense qu'il doit y avoir des collègues dans des bureaux en train de travailler. Mais cette culture fait qu'aujourd'hui, les salariés, tout ce dont ils ont besoin comme confort, on leur donne. Ils ont un lieu de prière pour la mosquée, ils ont une salle de sport. On leur met une culture aujourd'hui qui fait qu'ils adorent leur entreprise. Des véhicules de société aussi. Exactement. Parce qu'on a une responsabilité sociale très engagée aujourd'hui. Je pense qu'après le groupe Orange Mali, sans doute Famille, c'est la société qui a une politique de recette très engagée au Mali. Et ça, nous le faisons très bien vis-à-vis de notre personnel, mais vis-à-vis de la société. En fait, nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre personnel, mais vis-à-vis de la société civile, de nos gouvernements. Donc, ce qui fait que nous le jouons très bien. Aujourd'hui, le gouvernement du Mali, certes, le groupe Famille travaille très peu avec le gouvernement, mais on essaie toujours de faire comprendre qu'une entreprise peut émerger aujourd'hui, en toute modestie, ça je le dis en toute modestie. Et nous sommes la plus grosse entreprise numérique du pays. Et c'est un fait. Et ça, c'est incontestable. Mais c'est 10 ans de travail, mais 10 ans de bonne gouvernance, de transparence et de structuration que nous avons fait. On aurait pu se faire beaucoup d'argent, de cash flow tout de suite, en intégrant le système traditionnel de nos entreprises. Mais nous avons compris une chose. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, et je le revendique haut et fort, je ne suis pas gêné de le dire, le fait d'avoir cette double culture aujourd'hui franco-malienne, peut-être m'a servi quelque part. C'est-à-dire de ramener cette gouvernance, cette éthique de travail, cette envie de travailler, de motiver, de niaque, de transparence. Aujourd'hui, nous avons une certaine crédibilité. Évidemment, nous avons 90% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Cela dit par la qualité de travail qu'on fait depuis le Mali, mais de la qualité aussi de nos offres qui sortent chez nous, mais de l'engagement de notre personnel. Maintenant, la corruption aujourd'hui dans nos pays, il faut savoir que le marché, il est tellement peu. Tout le monde est concentré sur la commande publique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde va vers ces gens-là. Alors, la différence, elle se joue à où aujourd'hui? C'est celui-là qui va corrompre le plus, en fait. C'est pourquoi le gouvernement doit, pour couper court à la corruption aujourd'hui, il va falloir qu'ils investissent plus dans le capital humain, mais aussi qu'ils investissent plus à améliorer l'écosystème entrepreneurial localement. C'est là ce qui va permettre à ce que nos privés soient dynamiques entre eux. Aujourd'hui, si moi je fais un deal avec Orange Mali, je n'ai pas besoin d'aller les corrompre. Ils ont une politique de transparence qui est là, qui est reconnue par tout le monde, qui est une charte graphique que tu signes. Donc, ça veut dire que s'il y a un autre groupe aujourd'hui, il y a Maroc Télécom qui est là aujourd'hui, c'est pareil.
Mais il y a combien de privés au Mali? Il y en a 2 ou 3, 4, c'est fini là. Il n'y en a pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'on va tous vers la commande publique. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans ce milieu, c'est comme ça, malheureusement, du plus petit au plus haut, aujourd'hui, c'est gangréné, c'est pourri en fait. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement commencer à encourager l'entrepreneuriat numérique, féminine, mais aussi jeune aujourd'hui. Et ça, il faut le faire. Et ça, je pense que moi, je ne cesse de le dire tous les jours. Je peux déranger, mais je m'en fous aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que mon pays arrive à émerger. Et nous avons un plan qui est là aujourd'hui, le Mali émergent 2017-2025. Et nous avons un plan de l'économie numérique qui est là, le Mali numérique 2020, qui, je pense, qui est obsolète, qu'il va falloir repartir sur le Mali numérique 2030, évidemment, et que nous sommes prêts à accompagner notre pays s'ils ont besoin de compétences pour cela. Parce que la question n'est pas aller chercher un consultant étranger pour venir parler de réalité de chez nous. C'est le travail avec les locaux. Il y a énormément de compétences localement qui peuvent savoir les réalités, qui vont pouvoir aider, conseiller nos gouvernements et aller dessus. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire tout simplement, pour la bonne gouvernance dans nos pays, il va falloir qu'il y ait une certaine culture, une éducation. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, depuis notre plateforme, Karim il l'a dit tout à l'heure, nous avons mis l'accent sur la formation. Aujourd'hui, il faut reconnaître, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les autorités politiques qui le disent. Il y a une différence aujourd'hui, tant de qualité d'enseignants, mais aussi de quantité. C'est-à-dire que la qualité fait défaut, la qualité fait défaut. Ça veut dire quoi? Les ressources ne sont pas là. Et je pense que tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est Mohamed ou Amine qui avait souligné cet aspect-là, quand les entreprises étrangères veulent venir chez nous, il ne faut pas qu'ils ramènent leurs compétences chez nous. Ils doivent venir investir dans nos pays, mais recruter nos compétences localement. Et ça, c'est dit à quoi il faut qu'il y ait la bonne ressource humaine qui soit formée, qualifiée pour cela. Et c'est là où aujourd'hui, nous pouvons maintenir nos compétences, nous pouvons maintenir nos talents aujourd'hui. Et ça, on a vu que le Covid-19 est arrivé. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'inspirer de l'expérience africaine, la chloroquine aujourd'hui. Mais ça fait des années que nous, les Africains, on utilise ici. Ça n'a jamais dérangé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dès les premiers cas de Covid-19, peut-être que ce n'est pas officiel, mais dans tous les pays africains, nous avons vu le Maroc, le Sénégal, le Mali, nous utilisons tout ça pour le traitement. Et nous avons très peu de morts aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la recherche, elle est possible en Afrique. Et alors, le cas malgache aujourd'hui fait polémique, mais parce qu'on ne veut juste pas l'admettre que la solution, elle est peut-être venue de l'Afrique aujourd'hui. Et toute cette guerre aujourd'hui, des grands groupes pharmaceutiques à l'étranger qui vont être là, derrière ce lobby qui va être là, à un moment donné, nous devons comprendre tout simplement que nos autorités doivent avoir le courage nécessaire de faire confiance à nos chercheurs. Mais il va falloir les renforcer, injecter de l'argent dans la recherche aujourd'hui. En fait, tu me donnes là au moulin là parce que, en termes de pouvoir faire de la recherche, je pense que le problème qu'on a, nous, Africains, c'est qu'on n'a pas le lobbying nécessaire pour pouvoir créer notre propre science. L'idée, par exemple, personnellement, je suis sur un programme d'enseignement avec la Banque islamique et la Société marocaine de réanimation, d'anesthésie et de réanimation, pour faire des stages ainsi que transférer l'expérience marocaine aux médecins africains. Et là, on fait des choses qui sont merveilleuses, mais malheureusement, ils ne sont pas retransmises en termes mondiaux. Le problème étant, c'est que nous n'avons pas le lobbying nécessaire en termes d'information et de partage de ressources pour pouvoir le créer. Nous sommes consommateurs des pays de l'Europe ou bien des États-Unis ou bien même maintenant de la Chine. Nous ne créons pas notre propre données. Jusque-là, on peut dire qu'on est à 70% consommateur et 30% producteur. Et je pense un manque de lobbying et je pense aussi le fait qu'on ne chasse pas en meute, c'est-à-dire qu'on n'est pas solidaire entre nous. C'est juste ça. Mais effectivement. On peut dire aujourd'hui, il va falloir qu'à un moment donné, certains se sacrifient. Le groupe famille, qu'est-ce qu'on a fait, Karim? Je pense que nous avons décidé tout simplement sur 100% de nos ressources, sur 90% vont dans la recherche aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et nous, c'est pourquoi nous sommes un centre de recherche technologique, d'innovation et d'industrie créative. Nous avons décidé d'investir dans la recherche aujourd'hui. Et ça, nous le faisons sur nos fonds propres aujourd'hui. Et les gouvernements ne sont pas là. À la limite, ils nous boudent. Peut-être qu'ils sont même jaloux de ce qu'on est en train de faire parce qu'ils n'ont pas assuré leur rôle aujourd'hui. Ça, moi, je le dis haut et fort. Et je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on attende des autres arriver. Chacun à son niveau, on arrive à le faire. Et c'est ce lien que nous sommes en train de faire ce soir, vous, de votre côté, Mohamed, vous êtes en train de le faire au Maroc, nous sommes en train de le faire au Mali. Je pense aussi que le Sénégal est en train de le faire. En fait, c'est ça qu'il faut faire.
Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'avoir une politique internationale très accentuée aujourd'hui. C'est pourquoi notre positionnement, elle est stratégique, notamment sur le Rwanda, qui est sans doute un des meilleurs pays d'Afrique, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a tous vu leur histoire, mais c'est un problème de leadership. Ça, il faut le dire aujourd'hui. C'est un problème aussi c'est un problème de leadership et c'est aussi une opportunité du capital humain. Et là, je reprends, si vous permettez, la parole pour aller vers Balen Bey. Monsieur Balen Bey, la transformation digitale aujourd'hui, on a compris, après tout ce débat, on a compris que ça constitue un vrai challenge, mais pas seulement un challenge statique, c'est un challenge dynamique qui se développe dans le temps, c'est un challenge dynamique dans le temps. Comment aujourd'hui la transformation digitale favorise une meilleure intégration aujourd'hui en prenant en compte cette transformation continue? Allez-y, Monsieur Balende. Ouais, la transformation digitale, c'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique en réalité. Donc, les entreprises passent. Bon, on peut identifier 4 étapes. Donc, ça démarre déjà par de l'expérimentation dispersée. Donc, l'entreprise fait uniquement des incursions dans le digital en ajoutant une dimension numérique dans les processus métiers qui existent déjà. Dans cette première étape de tâtonnement, donc, elle reste limitée par ses habitudes, sa culture, qui est une culture traditionnelle, caractérisée par la hiérarchisation lourde, donc les structures en silo. Ensuite, il passe par une deuxième étape de recherche, d'expertise. Donc, dans cette phase, qui est une phase intermédiaire, l'entreprise, après avoir remporté la première étape, quelques succès dans le digital, va chercher à établir une réelle stratégie. Donc, par contre, il manque de compétences spécifiques, donc liées au digital, et est toujours retardé par son organisation en silo. La troisième étape, c'est la consolidation. Donc, la stratégie se renforce et se clarifie. Donc, ce qui reste à faire, c'est de structurer des équipes dédiées à la génération de la demande et faire tomber donc ces silos qui entravent la dynamique de la transformation digitale. Donc, la dernière étape, donc, une fois que tous les silos sont cassés, l'entreprise doit maintenant industrialiser ses processus métiers pour se concentrer dans l'optimisation de la productivité. Donc, dans cette phase-là, donc, il s'agira d'optimiser donc toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, une entreprise, pour réussir sa transformation digitale, ne doit pas rester sur des structures statiques, mais aller plutôt dans une dynamique évolutive. Ok, merci beaucoup. Monsieur Karim, la transformation digitale constitue un challenge aussi dans le temps. Comment évaluez-vous la transformation par rapport au capital humain? Comment faire pour mettre à jour notre capital humain? Est-ce que la formation elle-même suffit ou est-ce qu'il y a autre voie à prendre? Bon, je dirais déjà, c'est surtout la formation, parce que sans formation, on ne peut pas exister, on ne peut pas se développer. Ensuite, bien évidemment, les moyens financiers, parce que, encore une fois, sans le capital humain et sans pouvoir financier, il est impossible d'exister et en tous les cas de se développer. Donc je dirais oui, principalement l'aspect humain dans la formation et aussi l'aspect financier pour exister et se développer. Donc, monsieur Faisal, vous m'entendez? Vous pouvez activer votre son, s'il vous plaît? Yes, I can hear. Allez-y, monsieur Faisal. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit vraiment aller vers la formation, the training? How can I do with people? Yeah, I think as Mr. Karim mentioned, training is a part of the. Of course, I mean when I say training, of course, it goes without saying that higher education. I mean programs, of course, those curriculums normally teach entrepreneurial studies and including the digital
specialties are part of the training. Of course, we cannot talk about. We cannot talk. About training just in the last stage of the implementation. That is the enterprise. We have also to talk about training from the academia level, where normally the curriculums and the learning process have to start earlier than that. This is one step. I guess training also has to be followed by control and evaluation. Instead of just training employees or maybe engineers for that, I guess that this is also one of the challenges maybe for implementing digital infrastructure in most African countries is because of the lack of sufficient experienced engineers. Countries lacking experiences, of course, in infrastructures will have definitely issues with the future of digitalization. But of course, training is a part of the growth of digitalization in Africa. Alors, je reviens chez M. Amadou. Monsieur Amadou, comment concevoir une vraie structure africaine? Aujourd'hui, on a besoin d'une Afrique grandement connectée. Aujourd'hui, l'avenir, il va être aux côtés de l'Afrique, certainement. Aujourd'hui, quelle structure on voit? Il y a tout le frein qui est lié au capital humain qui est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a un besoin énorme d'aller adapter la formation au marché de l'emploi, aux besoins des IDE. Il y a d'un autre côté, il y a la bureaucratie, il y a toute la partie qui est corruption et qui ressort. Alors, comment joindre tous ces bouts? Comment joindre tous ces bouts et donner une vraie structure de digitalisation du continent africain? Je pense que déjà, on a un atout aujourd'hui. Il faut reconnaître que quels qu'en soient les pays aujourd'hui, la diaspora africaine. Et il va falloir que nos pays fassent appel à leur diaspora. Déjà, un atout parce que cette diaspora, quoi qu'on dise, ont été formés dans pas mal de pays en Occident. Donc, le retour de la diaspora, elle est constructive. Nous avons vu le cas du Mali. On a quelques dirigeants qui sont de la diaspora. Ils apportent leur petite touche. Maintenant, ça, c'est un fait. Maintenant, il va falloir aussi qu'on regarde nos États et essayer d'être un peu plus sérieux aujourd'hui. Je pense que c'est bien l'échiquier politique, mais à un moment donné, il faut savoir qu'ils ont le devoir aujourd'hui de donner une éducation de qualité. Et nous avons vu que quel qu'en soit le pays africain, le plus petit que ça soit, le plus pauvre que ça soit, le Covid-19, je reviens dessus encore, il a permis tout simplement de donner une certaine opportunité à nos États. C'est-à-dire qu'ils avaient raté le système éducatif, le problème de ressources. Parce que depuis des années, nous avons des écoles, mais si on en parle de problème de ressources, c'est que l'enseignement a fait défaut à un moment donné de qualité. Donc, le Covid-19 fait qu'aujourd'hui, nous faisons face à la montée en puissance de l'enseignement en ligne. Et cette montée en puissance fait que l'enseignement, aujourd'hui, elle est universelle aujourd'hui. Le contenu, les ressources sont universelles, mais ça veut dire que les enjeux sont de taille et les enjeux sont les mêmes aujourd'hui. Nous sommes en train de faire une migration vers l'intelligence artificielle. Beaucoup de métiers vont disparaître. Et je pense que c'est une bonne chose. Nous formons énormément de filières qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de débouchés. Aujourd'hui, il va falloir aller sur le métier de transformation digitale. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a 3 ou 4 métiers qui vont changer le continent. Ça va être l'agriculture. Il ne faut pas le négliger. Aujourd'hui, l'agriculture va changer beaucoup de choses. Mais ça va être le digital qui va changer énormément de choses, mais également la santé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeune population. Nous devons travailler à ce que cette jeune population reste en bonne santé, qu'on a au moins une expérience de vie étalée pour travailler, faire cette passation aujourd'hui. Nous avons vu que je prends le cas du Mali, nous avons eu quelques pertes l'année dernière. Pas mal de grands chercheurs africains mondialement reconnus comme le docteur Barak sont morts jeunes. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de faire le transfert de compétences à la génération. Nous devons travailler pour cela. Mais nous devons travailler aussi pour que nos zones en milieu rural arrivent à avoir aussi de l'activité, arrivent à travailler pour qu'on ait notre suffisance alimentaire. Parce que le souci, c'est quoi? Nos dirigeants ont tellement pris l'habitude et le goût d'aller tendre la main qu'on leur donne, ils reviennent, ils ont 6 mois de sursis et après ils redémarrent encore et la population dans les rues encore. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille localement pour que l'agriculture puisse donner plus de possibilités que les gens ils mangent dans leur faim. Et à partir de là, qu'on mette l'argent dans les vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'éducation. Aujourd'hui, en fait, l'avenir d'une nation, c'est sa jeunesse. Et si cette jeunesse, aujourd'hui, elle n'est pas formée,
elle est vouée à la radicalisation, au banditisme et aujourd'hui aller vers des métiers non qualifiés. Et nous savons que l'Afrique manque d'industrie. Il va falloir créer plus d'industrie. Aujourd'hui, la question n'est pas que tout le monde soit Bac plus 4, Bac plus 20. La question, c'est de savoir. Une certaine catégorie vont être dans la formation professionnelle, qui vont travailler dans les usines pour que le continent arrive à avoir cette industrialisation, mais d'autres vont travailler pour étudier dans la recherche, dans la réflexion. Aujourd'hui, la question n'est pas d'avoir le maximum de main-d'œuvre. Un petit pays comme le Rwanda aujourd'hui, ce n'est qu'une commune de Bamako aujourd'hui, est sans doute le meilleur pays d'Afrique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est la qualité de personnes et des citoyens aujourd'hui. Alors, je reviens vers si Mohamed Bennani, si vous permettez. Et cette question est très intéressante de M. Amadou de la diaspora. Donc, comment la diaspora peut aider au transfert de compétences? En fait, je dirais l'inverse. Comment les autochtones peuvent aider et évoluer avec la diaspora pour pouvoir créer une évolution. Ce que a dit là mon ami Amadou, il est très important, c'est que nos pays doivent investir dans la formation. Parce que c'est avec la formation qu'on va créer la richesse. On va créer de la valeur et après, la valeur va créer de la richesse. Si aujourd'hui, nous avons un taux d'analphabétisme qui est très élevé en Afrique, ça nous porte plus un préjudice qu'une évolution. Parce que une ressource formée peut créer de la valeur. Là, on a trois types de formations qu'on devrait démarrer le plus vite possible en Afrique. C'est premièrement la formation des gens pour pouvoir les qualifier dans un domaine, comme ce qu'on fait au Maroc. On est en train d'investir dans le domaine d'aéronautisme et dans ce domaine-là, nous avons créé des écoles spécialisées dans ce domaine, qui font des gens spécialistes dans le domaine d'aéronautique. Et maintenant, on s'est ouvert aussi sur la construction et la fabrication d'automobiles. Et donc, on a créé des centres spécialisés pour ce type de structure. On appelle les métiers mondiaux. Exactement. Donc, je pense que la première chose avant de parler digital, c'est de parler formation. Parce que l'humain, c'est lui qui peut réussir une transformation digitale. En fin de compte, lorsque tu vas dans un guichet pour pouvoir effectuer une opération, c'est l'humain qui est devant toi, généralement. Lorsque tu as un problème sur la partie informatique, c'est l'humain qui va résoudre ce problème-là. C'est nos ingénieurs, c'est nos techniciens qui vont résoudre ce problème-là. L'exploitation de nos data centers, c'est l'humain qui est derrière. Et je pense qu'on devrait s'inspirer de l'expérience anglaise, et je pense que si c'est possible, M. Faisal peut nous en parler. L'Angleterre, maintenant, il vit une transformation digitale, même s'il était déjà numérique. Maintenant, ils sont en train de revoir tout leur process en termes digital pour pouvoir créer de la valeur autour du digital. Et je pense que si possible, M. Faisal peut nous en parler sur cette évolution digitale en Angleterre. Ça serait très bien de s'inspirer de ces expériences-là. Il y a une deuxième expérience, et là, elle est africaine. Il y a deux expériences que j'aimerais bien en parler, deux expériences qui sont africaines. Je vais parler de l'Égypte, qui a entrepris un projet d'achat de masse de licences, par exemple, de Microsoft, pour pouvoir les donner gratuitement aux entreprises ou bien avec un faible coût. Ceci auprès des personnes. C'est une belle expérience, oui. Oui. En fait, je ne sais pas si je peux me permettre d'être mal poli, de te parler la parole, mais le Mali a fait un travail extraordinaire. En fait, ils ont travaillé sur trois segments qui sont importants, mais aujourd'hui, malheureusement, je me demande comment ils ont pu faire ce travail et ne pas savoir et ce qu'ils peuvent en faire. Ils ont créé une structure qui s'appelle la SMTD, la Société Malienne de Transmission, qui a sans doute un des meilleurs data centers de l'Afrique aujourd'hui. Moi, je l'ai visité, je suis allé voir, mais il est vide, il y a zéro. Parce que tout simplement, ils ont mis ce data center-là et derrière, ils n'ont pas confiance aux entreprises localement pour produire du contenu et ils attendent que le bon samaritain vienne de la France ou des États-Unis pour leur donner du contenu. Et justement, c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Mais ils ont aussi libéralisé le code ISSD qui permet aujourd'hui de pouvoir travailler. On est un des rares pays en Afrique aujourd'hui à l'avoir fait
et on peut, le développement, les startups sont en train de développer énormément de solutions autour de cela, mais qui ne sont pas utilisées. Mais ils ont également voté une loi sur la cryptologie aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est tout ce data center, la libéralisation du code SSD, la loi sur la cryptologie permet d'amener des solutions sur l'inclusion numérique et financière. Mais malheureusement, nous avons l'impression que eux-mêmes, ils ignorent pourquoi ils ont fait cela, et c'est ça qui est dommage. Maintenant, Microsoft en Égypte, moi, je pense que ça reste une multinationale américaine aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire de réflexion qu'on utilise des solutions africaines aujourd'hui qui sont possibles? Je prends l'exemple aujourd'hui. Le groupe Famille aujourd'hui, nous sommes éditeurs de solutions. Nous vendons plus de 200 300 solutions qui sont disponibles, qui sont éditées aujourd'hui depuis l'Afrique, et qu'on les vend en Europe, mais qu'on n'arrive pas à le vendre chez nous, au Mali. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, c'est ce complexe que nous devons arrêter. Et j'apprécie cette idée de l'Égypte à aller sur cela, mais c'est les milliards qu'ils vont donner à Microsoft aujourd'hui, qui est sans doute plus riche que certains de nos pays africains. Donc, pourquoi ne pas demander à ce que sur le continent, un consortium, une étude, un groupement de pays de meilleurs soit réunis pour faire une réflexion, un cadre de réflexion, développer une plateforme aujourd'hui qui peut pallier à cela. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir y aller. Après, c'est des ressources, c'est des fonds. Est-ce que l'Égypte ne peut pas dire que bon, ces fonds qu'on veut mettre, on le met pour l'Afrique et toute l'Afrique réfléchit, qu'est-ce qu'il faut proposer? Et croyez-moi, il va y avoir des solutions. Maintenant, il y a cette structure qui a été mise, qui s'appelle Smart Africa, mais que je pense que ce n'est juste qu'une structure assez politique où nos ministres passent leur temps à aller faire des visioconférences là-dessus, mais en réalité, ça ne touche pas à l'écosystème aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a quoi? Moi, j'ai eu la chance de discuter avec le président de Smart Africa, je lui ai expliqué. Aujourd'hui, il va falloir arrêter la communication, mais aller vraiment aux besoins des populations. Nous avons l'Afrique de l'Est qui fait un excellent travail d'inclusion aujourd'hui. Avec le Kenya, l'Afrique de l'Est, ils font un excellent travail. Mais nous avons vu aujourd'hui que les grands groupes aujourd'hui sont là pour des questions de géopolitique. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vont dominer, vont être sur notre continent. Mais il va falloir qu'on soit intelligent, que nos gouvernements leur imposent à un moment donné de collaborer avec nous, que toutes les solutions numériques qu'ils peuvent utiliser soient des solutions faites sur l'Afrique, sur le continent. Parce qu'en fait, il faudra qu'on travaille sur l'inclusion numérique et financière, mais aussi sur nos réalités socio-culturelles. C'est cela aussi qu'on arrête aujourd'hui. Et l'autre aspect que moi je peux dire aujourd'hui, de façon générale aujourd'hui, chacun de nos pays ont des initiatives privées qui aujourd'hui, s'ils les réunissent ensemble, on peut travailler. Et le Mali essaie de faire du progrès. Et ça, c'est pas parce que c'est mon pays, mais libéraliser le code ISSD, c'est quelque chose de très, très important aujourd'hui pour l'inclusion financière et numérique. Mais aussi, ce data center qu'ils ont aujourd'hui, qui n'est pas utilisé, il va falloir qu'ils le mettent à la disposition. Et le comble, c'est quoi? Pour une entreprise comme Famille aujourd'hui qui développe des solutions qui sont dans les clouds, il nous est beaucoup 10 fois moins cher de les héberger à Genève ou à Paris que de les héberger au Mali. On a le data center qui est là. Tout simplement parce qu'on a l'énergie qui coûte cher. Il va falloir que nos pays... En fait, ce n'est pas l'énergie qui coûte très cher chez nous, mais plutôt les lignes spécialisées qui coûtent très cher. C'est nos opérateurs qui nous font, en fait, nous avons la 4G, la fibre et tout ce qu'on veut, mais le problème qu'on a, c'est que les lignes sont très chères. Le coût du mégaoctet, par exemple au Maroc, il est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Et donc, pour une petite entreprise, faire héberger leurs données aux États-Unis leur coûterait moins cher qu'au Maroc. Oui, justement, et nous, on a le même cas au Mali, mais c'est justement pour dire que nous avons 2 opérateurs aujourd'hui qui ont le monopole, Orange et Maroc Télécom, mais on a la SMTD aujourd'hui qui peut donner la fibre aujourd'hui, qui est une structure semi-étatique, on va dire. Donc, cette structure aujourd'hui, l'État doit faire en sorte qu'elle participe à ce que cela soit vulgarisé aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est là, et on a la chance d'avoir un directeur général de la SMTD qui est très jeune, très dynamique aujourd'hui, et il va falloir que les politiques viennent dans ce sens aujourd'hui. Maintenant, ça, c'est un aspect qui est là. Mais l'autre aspect, c'est qui nous pose problème. C'est un problème d'énergie. Par exemple, moi, je parle du cas du Mali où tous les soirs, aujourd'hui, les gens brûlent des pneus parce qu'il n'y a pas d'électricité aujourd'hui dans la ville. Alors, comment vous voulez que les entreprises travaillent s'ils n'ont même pas de quoi pouvoir travailler à l'hiver? Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. Tout ce que nous avons de gratuit sur notre continent, c'est le soleil. Ça, Dieu nous a donné ça. C'est un fait. Donc, utilisons l'énergie renouvelable aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec Dark Blockchain, qui est une start-up, je finis rapidement, tunisienne, pour travailler sur l'énergie renouvelable à travers la blockchain aujourd'hui. Et ça, il va falloir travailler, c'est très important. Nous sommes en train de faire des recherches avec l'énergie renouvelable et la blockchain, et l'Afrique doit travailler sur
l'énergie aujourd'hui. Et ça, c'est un fait. Les data centers vont consommer énormément et toutes ces solutions que nous préconisons vont consommer de l'énergie. Il va falloir utiliser l'énergie renouvelable aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai un peu tout dit aujourd'hui. Et peut-être que je vais vous fausser compagnie parce que je suis encore au bureau et je voudrais voir si ça restait longtemps en ligne pour qu'on puisse peut-être clôturer la séance, si ce n'est pas trop tard, pour Karim qui commence à y faire 1h du matin à Paris, je crois. Il est presque 2h du matin. Ouais. Monsieur Chanot, Seshno, you are a training and education specialist. So how can training help a digital transformation in Africa? Tom, your sound, please active your sound. Sorry for that. No problem. Okay, thank you. I guess some of the advantages normally training can contribute to digitalization is simply training digital skills can motivate employees. Currently, there is unprecedented global digital skills shortage, not only in Africa, but also, around the world, in all industries. Therefore, the recruitment of competent candidates presents a problem to organizations of every size, whether they are startups or big companies. And as they are in competition with each other, of course, to hire few digitally engaged professionals that exist, small businesses suffer. Failing to match the increasingly lucrative salaries, and of course the high salaries and benefits package that can easily affect, offered by their corporate competitors. This is normally where startups have some issues to recruit qualified employees. More and more companies are looking, of course, to hire skilled professionals internationally as a solution to the scarcity of talents. That's why I guess training is really important at this stage. However, the easier and I would say more cost-effective options like training can solve the issue of, especially for the startups, I would say. Also, I guess digital skills or training in digital skills can also help drive more revenues for companies. Training, of course, and digital tools and technologies have already had a profound impact on the global economy. Let's say, for example, I guess 2019 or 2018, online advertising revenue surpassed TV advertising. I would say for the first time, at least in the last decade, the total digital advertising revenues in 2025 will exceed $300 billion, which is really significant growth in the digitalization. That's why I guess training will, of course, provide also revenues for companies. Maybe also, I guess, training in digital skills can also generate cost saving. We have all heard of the phrase "spend money to make money." That by digitalizing companies, a lot of companies can save money, not only spend money. But what about spending money to save money too? Of course, with a complete digital. Hello, you hear me? Yeah. Alors, okay, on a compris que c'est très important cette question de formation. Ça peut aider aussi les pays à se développer d'une façon considérable. Le temps nous court après. Il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, on a 5 participants. Je vais donner 2 minutes à chacun. D'abord, quel bilan pour le retard en Afrique? Quels sont les freins aujourd'hui qu'on rencontre l'Afrique et quels sont, en 3 mots, les points à développer pour que l'Afrique puisse entrer dans le rang des continents les plus développés. Il y a une croissance aujourd'hui. Pas mal de pays africains, une belle croissance soutenue, mais comment y arriver? Mais vraiment, comment avoir de vraies forces économiques africaines? Monsieur Balembe, à vous la main pour le mot de conclusion. 2 minutes. Votre son, Monsieur Balembe, s'il vous plaît.
D'accord, bon, je vais revenir encore sur la souveraineté numérique, donc, qui pour moi est un chantier majeur. Comme a dit Amine tantôt, c'est vrai que la transition a déjà démarré. Bon, les freins ont été soulevés hein, par Ben Ali et par Jawara, donc à savoir l'énergie, mais également le coût donc des LS. Il y a également le climat africain, donc qui ne favorise pas forcément un bon développement des data centers, puisque les investissements sont plus lourds. Donc, lorsqu'on veut mettre en place ces structures-là, à cause de la forte chaleur, la gestion donc des systèmes de refroidissement. L'autre chantier, c'est le capital humain. Le capital humain est au centre de la transformation digitale. Donc, les deux assets les plus importants donc, dans la transformation digitale, c'est dans une entreprise, c'est le client et c'est le personnel. Le client pour qui donc, le digital permet d'innover et de créer de la valeur, et également le personnel donc, qui drive cette innovation-là et qui est au cœur même donc, de cette transformation. Donc, il faudra que nous mettions l'accent sur le renforcement de la formation professionnelle et aussi qu'on veille à une bonne adéquation entre la formation et le marché. Aujourd'hui, il est très difficile pour les entreprises de recruter les compétences dont elles ont besoin. Les industries sont obligées de prendre ces produits de l'école qui sont en fait de la matière brute et qu'il faut reformater. Et ça, c'est également des coûts supplémentaires. Donc, pour répondre à la demande du marché numérique, donc, il faudra mettre en place un plan d'urgence pour la formation. Un plan Marshall pour la formation. Monsieur Karim Rahaoui, 2 minutes pour la conclusion. Alors, quel bilan faites-vous aujourd'hui rapidement et quels sont les freins et quels sont les ingrédients de réussite aujourd'hui pour la France? Bon, alors, déjà, merci à tous les intervenants et tous les conférenciers qui ont abondé dans le bon sens du terme, mais avec énormément d'idées, qui a fait avancer le débat. Ça, c'est une bonne chose, qui nous permet d'être très lucides dans notre développement et les perspectives à venir. Moi, je dirais, en premier point, je parlerai d'espoir parce que les entreprises ont pris conscience que de toute façon, si elles ne se prenaient pas en charge, l'État allait difficilement, je dirais, pallier et prendre ce virage de l'économie numérique. Donc, l'espoir vient par les entreprises. Ces entreprises même, comme les nôtres, qui ont su également prendre conscience qu'il faut former les jeunes. Et pourquoi former les jeunes? Parce que c'est la matière grise qui demain va nous assurer la compétitivité et la valeur ajoutée des entreprises. Et je dirais aussi, d'un point de vue positif, il faut, comme l'avait souligné Amadou, qu'on puisse chasser en meute, qu'on puisse avoir une volonté collective et solidaire. Alors, aussi bien en interne, in situ, dans l'État et par rapport à la solidarité des entreprises vis-à-vis des politiques, mais aussi par rapport aux pays qui nous entourent. Aujourd'hui, il faut raisonner, je pense, en panafricanisme et permettre une évolution collective. Voilà, c'est ce qui va permettre de nous faire sortir et avancer vers le positif. Monsieur Benali, 2 minutes de la fin. Panafricanisme, oui. Quels sont les freins aujourd'hui au développement? Quel bilan faites-vous? Et quels sont les vrais axes de développement qui vont nous permettre à chacun de nous de mettre en place un plan d'action qui est visible, qui est atteignable? En fait, moi, je dis que la révolution digitale en Afrique ne se fera pas sans le recours de l'État et sans l'appui de ces grandes entreprises. En fait, il faut repenser les lois et créer un écosystème sur la base de la digitalisation. Il faut aussi revoir la formation de nos universités et créer un nouveau cursus adapté à l'Afrique et non repris du monde occidental. Il faut qu'on crée notre propre cursus d'apprentissage et surtout, en fait, ce qui serait judicieux, c'est un accompagnement poussé des opérateurs
aussi bien étatique, aussi bien télécom, pour accompagner l'évolution du digital dans le monde africain. Et la dernière des choses, c'est que nos entreprises doivent revoir leur stratégie pour pouvoir inclure dans leur process la partie digitale et aussi la formation de leurs employés et leurs ressources. Merci, Ami. Monsieur Amadou, 2 minutes de la fin. Allez-y, Monsieur Amadou. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon ramadan et que la baraka de Dieu soit avec nous et soit avec le continent africain. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, je pense que nous sommes convaincus que le numérique, c'est la seule ressource que nous pouvons disposer. Et nous devons prendre soin de cela et nous devons tout de suite commencer à travailler une éducation dès les plus jeunes aujourd'hui. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, l'Afrique doit rester plus que jamais soudée et sans doute autour du numérique. Et cette révolution, cette transformation digitale, nos entreprises doivent l'utiliser rapidement. C'est seul le numérique peut permettre aujourd'hui à une entreprise, à une société ou dans un petit village en Euro du Sahel de pouvoir commercer avec un partenaire à Agadir ou aujourd'hui à Sousse. Et ça veut dire que c'est le numérique qui peut faire ça rapidement. Donc, nous devons tout simplement savoir que l'écosystème, que ce soit nos politiques, nos gouvernements, mais nous devons toujours travailler, œuvrer sur la solidarité africaine, mais aussi. Maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pense rapidement pour conclure, et il est plus que nécessaire aujourd'hui que l'Afrique reste soudée, qu'on fasse un bloc, mais que nous faisons de la réflexion, et tout va se jouer au niveau de la recherche aujourd'hui, car aujourd'hui, la seule chose qui peut nous réunir aujourd'hui, c'est d'être soudés et de faire face au monde aujourd'hui. Et dans chaque crise, dans chaque bataille, il faut un vainqueur. Et nous ne cherchons pas à être les vainqueurs du monde aujourd'hui parce que nous sommes un peu en retard, mais la seule chose où aujourd'hui on n'est pas en retard en Afrique, c'est le numérique. Attention, nous avons beaucoup critiqué ce soir, mais nous devons savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas en marge du numérique aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui. Donc, nous pouvons saluer globalement nos différents États pour les efforts qu'ils ont faits, mais nous leur rappelons en tant que citoyens, en tant que secteur privé, qui sont là, qui sont payés par nos impôts et qui ont l'obligation aujourd'hui de travailler et œuvrer pour que le privé et les citoyens puissent bénéficier de cela. Donc, notre émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier tout le monde, tous nos chers amis qui ont répondu présent. Je donne rendez-vous la semaine prochaine avec une émission à 100% féminine autour de la gestion RH et tout ce qui est stratégie sociale. Merci. Je remercie nos amis de Toulouse, nos amis de Mali, nos amis aussi de Rabat, nos amis de Manchester, de Dakar et tous ceux qui ont pu nous suivre. On s'excuse pour peut-être qu'on n'a pas répondu à plein d'autres questions. Ce n'est que la première partie en fait, parce que aujourd'hui c'est la transformation digitale 1 sur 2. On ira vers 2 sur 2, deuxième émission dans 2 semaines. Pour aller vraiment dans la profondeur des choses, dans tout ce qui est database, tout ce qui est clouding, mais vraiment les choses qui sont pratiques et qui vont aider vraiment au développement digital de l'Afrique. Amin Hammi vous remercie, toute l'équipe de l'African Network of Sustainable Development vous remercie. Amadou, rapidement. La prochaine fois, je conseille de laisser la discussion ouverte pour que le public puisse interagir, poser des questions. D'accord. Les chiffres bien suivi sur la chaîne. Merci beaucoup les amis. Donc on est obligé de couper. Monsieur Mohamed Benali, Monsieur Amadou, Monsieur Kari Rahiwi, Monsieur Faisal Channo, Monsieur Balimbey, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.